Parlons un peu management. En quoi c'est une clé de voûte entre bien-être au travail et productivité? Regardons ça de plus près. À propos des managers, 90% des managers sont issus du rang et promus du fait de leurs compétences techniques ou de leur ancienneté. Et 90% d'entre eux n'ont jamais été initiés et encore moins entraînés sérieusement à exercer ce métier. Alors il y a une remarque à faire. En situation normale et sur un marché porteur, en général, cela suffit. L'homme porte en lui la compétence managériale. Mais en situation de crise, c'est là qu'on a intérêt à y regarder d'un peu plus près. Avant d'aller plus loin, regardons un peu qui sont les managers. Vous avez les personnes aspirant à devenir manager et qui parfois se demandent si ça vaut la peine de s'engager dans cette carrière qui s'avère parfois pas si simple. Il suffit qu'ils regardent leur propre manager, se débattent avec certaines situations pour se demander si c'est une bonne idée. Mais tout être humain, à un moment ou à un autre, peut aspirer à devenir manager. Il y a le jeune diplômé qui, du fait de son niveau d'études, n'y coupera pas, il va se retrouver tôt ou tard responsable, chef de projet. Vous avez le manager qui vient d'être fraîchement promu. Pour lui, la question, c'est comment se positionner, comment démontrer sa légitimité quand on est confronté à une équipe qui est déjà là depuis longtemps, dont certains membres sont plus vieux, plus âgés, plus compétents même parfois. Voyez ? Et puis, la grande majorité, ce sont les managers expérimentés qui, malgré tout, sont confrontés aux réalités quotidiennes qui, elles, sont sous la pression du marché, sous la pression économique, ce qui a des grosses incidences sur la gestion des délais, la production elle-même, et puis parfois les différents problèmes qui peuvent émerger dus à ces tensions peuvent dégrader l'ambiance jusqu'au conflit. Et il faut savoir qu'une des questions qui est systématiquement posée au début des formations que nous animons, c'est qu'est-ce que l'on peut faire quand il y a des conflits? Alors, quel que soit le type de manager, quelle que soit son origine, il va être confronté à gérer un certain nombre de situations. Et chacune de ces situations correspond évidemment à des compétences. Je vous propose qu'on jette un œil là-dessus. Alors, que doit savoir faire un manager pour organiser et animer son équipe? Et vous avez vu qu'on parle de savoir-faire, pas simplement des données sur un sujet, mais des données qu'on est capable d'utiliser d'une façon concrète. Vous avez sur ce slide, vous avez d'une part une liste et de l'autre un schéma. Et dans ce schéma, vous avez cette partie-là, le couple action-communication. C'est un facteur très important et j'aimerais souligner un aspect. Beaucoup de personnes communiquent au travail comme à la maison à peu près de la même façon. Voyez-vous ? Beaucoup de managers ne communiquent pas différemment avec leurs collègues qu'ils communiqueraient avec leurs amis ou qu'ils communiqueraient avec leur famille. Sauf le degré d'affinité qui va changer. Or, j'aimerais attirer l'attention sur ce facteur. Pour mettre en place une mission, à la fois du côté du collaborateur et du sien, pour mettre en place un objectif, pour mettre en place un plan d'action, pour pouvoir animer tout ça dans le temps, pour pouvoir coacher les gens quand ça va bien, quand ça va pas bien, pour pouvoir tenir sa position de manager, on a besoin de passer à un niveau de communication supérieur. Mais comme on pense que ce n'est pas nécessaire, alors on ne fait aucun effort dans ce domaine et c'est précisément parce qu'on n'a pas le niveau de communication requis pour mettre en place ces facteurs que l'on a des difficultés. Et comme on ne sait pas que la cause de ces difficultés, c'est notre niveau de communication, on cherche ailleurs et on monte des usines à gaz. Voilà le premier point fondamental sur lequel je voulais attirer votre attention. Ceci étant dit, considérons cette liste et son miroir au niveau du schéma. On comprend que pour gérer une équipe dans laquelle il y a des personnes qui ont peut-être des postes différents ou similaires, eh bien, chaque poste a une structure. Et si on veut l'organiser correctement, on a intérêt à faire en sorte que chaque personne soit au clair de sa mission, de ses objectifs et de son plan d'action. Ces trois éléments pourraient servir de diagnostic flash au sein d'une équipe, au sein d'une division, au sein d'une entreprise. Il est extrêmement rare que les missions et les objectifs et les plans d'action soient parfaitement alignés et qu'ils aient fait l'objet d'une communication rationnelle et professionnelle pour s'assurer que les gens les comprennent et sont en parfait accord avec ça.
c'est vraiment là où on comprend qu'il faut un certain niveau de communication pour pouvoir mettre ça en place. En ce qui concerne cet axe ici, l'axe horizontal, l'axe de l'animation, il va falloir faire vivre chaque poste d'une façon coordonnée avec les autres dans le temps. Ça va du recrutement, le contrat moral, l'intégration des gens, les doter de la formation initiale, s'assurer qu'ils s'approprient toutes les bonnes pratiques. Et puis il y a ici un élément clé qu'on appelle le coaching. Le coaching quand ça va bien, où il faudrait faire des choses que l'on voit très rarement faire dans les entreprises. Et lorsque ça va pas bien, il y a aussi des choses particulières et spécifiques à faire pour redresser la barre. Le but du jeu étant d'aider les gens à progresser et à acquérir la pleine maîtrise de leur poste, on comprend qu'à un moment donné, on devrait être vigilant pour les gens qui sont en phase de promotion. Donc, si l'on considère ces éléments, la façon dont ils sont organisés, et imaginons qu'ils soient parfaitement en place dans une équipe, on comprendrait que 90% des problèmes ne pourraient jamais persister très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils se trouveront toujours au carrefour de l'un de ces facteurs. Et quand les facteurs sont en place, on peut détecter les problèmes rapidement et on peut les gérer comme de simples situations. Et il y a même toute une quantité de problèmes qui ne peuvent même pas apparaître parce qu'ils sont pré-réglés, je dirais, par la présence et l'activation de ces facteurs. Alors, quand on a la chance de travailler avec un manager qui, même s'il n'a pas tout mis en place, en a mis une grosse partie, vous découvrez que les gens sont plutôt heureux au travail, que les équipes sont plutôt dynamiques et en même temps que les résultats sont au rendez-vous. Ce qui permet de conforter cette double maxime, quand les gens sont bien dans leur basket, ils produisent des bons résultats. C'est vrai, mais le moral dépend de la production. Quand les gens produisent des bons résultats, ils sont aussi bien dans leur basket. Et c'est tout là la difficulté du manager, c'est de concilier à la fois la dynamique humaine qui est liée à la motivation, etc., et à la communication, et la dynamique fonctionnelle qui est liée à la production et aux résultats. À ce stade, nous avons une question importante à poser. Est-ce que les managers sont formés à conduire ces actions ? Est-ce qu'ils sont formés à distinguer et mettre en place l'ensemble de ces facteurs ? Je laisse la question en suspens. Considérons la formation universitaire et celle des grandes écoles. Elles sont centrées sur la transmission des compétences logico-mathématiques et non sur le leadership et les relations humaines. Pour preuve, parmi les managers, ceux qui ont le plus haut statut dans l'entreprise sont invariablement les contrôleurs de gestion. Alors évidemment, ces compétences sont transmises au travers de la formation continue. Alors imaginez, délivré sous forme de séminaire, sans préparation ni suivi dans la plupart des cas, de 2 à 3 jours pour couvrir le sujet du management. Et puis, quand on l'a fait une fois l'année dernière, on est plutôt assez content. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des judokas formés sur cette logique ne dépasseraient jamais la ceinture verte, et encore. Eh bien, figurez-vous qu'il en va de même pour les managers. Comme je vous l'annonçais précédemment, considérons le problème des formations courtes sans entraînement continu. Et je dis bien sans entraînement continu. C'est une cruelle réalité qui est due à un défaut d'ingénierie. Même une excellente formation, et il y en a, de 3 jours, 4 jours, 5 jours, est presque inutile si elle n'est pas couplée avec son dispositif d'entraînement continu. Regardons et démontrons cette affirmation. Vous avez ici le potentiel. Vous avez ici la ligne de départ et elle va nous servir de référence. On démarre le programme d'une formation de 3 jours. Considérons une formation bien faite par un consultant qui connaît son boulot et qui va même accorder 30, 40, 50% du temps à du training sur quelques techniques fondamentales. Donc, du beau travail. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après qu'on ait fermé la porte de la formation ? Qu'on rentre chez soi, qu'on passe un week-end et qu'on revient le lundi matin sur le lieu de travail. Eh bien, vous assistez à ce phénomène très connu, voyez-vous, qu'on appelle l'effet feu de paille. Voilà. Même les meilleurs ne peuvent pas résister au fait que les habitudes reprennent leur droit, le fameux cheval qui revient au galop. Et puis, après un mois, voilà, et qu'on
on est amené à reconsidérer un peu cette formation, eh bien il en reste un petit quelque chose, voyez-vous. Et tout le monde s'est habitué à se contenter de ce petit quelque chose, alors qu'il y a bien eu ce phénomène, voyez-vous. On a bien ancré, mais pas assez solidement, un certain nombre de décisions, un certain nombre de comportements, voyez-vous. Et puis, comme on n'a pas fait d'entraînement continu, eh bien, petit à petit, les choses se sont effondrées. Alors que vous avez ici tous les faits de la formation, voyez-vous. Il n'est pas neutre, il est vraiment là. La seule chose que c'est un bon souvenir, dans le meilleur des cas. Alors que si on était prêt à investir un petit peu de temps et d'énergie, un peu d'organisation, qu'on utilise l'intelligence collective pour pouvoir assurer de l'entraînement continu sur les techniques qui ont été enseignées ici, et qu'on le fasse régulièrement et suffisamment longtemps, nous assisterions à ce phénomène-là. Voyez-vous ? Et quand sur le terrain, un gars qui est ici rencontre un gars qui est ici, eh bien vous savez, il n'y a pas photo. Lui, il va faire ippon à chaque fois. Ippon étant gagné dans les scores de judo. Et en persévérant un petit peu, on peut espérer avoir un groupe de managers qui sont, par analogie ici, devenus des ceintures noires du management, alors que 90% des autres restent, hélas, au niveau de la ceinture verte, malgré leur potentiel. Et la formation continue telle que la plupart d'entre nous en avons suivi, hélas, a ce schéma ici. Donc ça vaut peut-être la peine de creuser un petit peu cette question. Eh bien, il est temps de regarder les choses en face. Quel est le vrai niveau de maîtrise des managers par rapport à l'ensemble de ces facteurs? Comment l'entreprise entraîne ses managers actuellement? Est-ce qu'elle les entraîne seulement? Eh bien, à l'évidence, la réponse est non. Or, si les officiers, les managers, ne sont pas soumis à un entraînement sévère, je dirais intensif, ils seront hésitants et inquiets au combat. Voyez-vous, c'est un principe qui est vieux de 2000 ans. Si les officiers ne sont pas entraînés, eh bien ils sont hésitants et inquiets au combat. Et c'est ce qui se passe. Et selon le style, on a des gens directifs, plutôt directifs, affirmatifs ou plutôt empathiques. Les gens directifs ont tendance, en situation de pression, à augmenter la pression, voyez-vous, et à parfois créer des tensions qui, dans certains cas, fonctionnent très bien, mais dans 75% des cas, génèrent des conflits, des ruptures de communication, ceux qui se retournent contre eux. Et puis ceux qui sont plutôt empathiques vont avoir une approche, justement une approche de laisser faire. Et puis dans certains cas, c'était bien, voilà, il ne fallait pas insister. Et dans 75% des cas, c'est hélas pas ce qu'il fallait faire du tout, du tout. Donc, ce manque d'entraînement, ce manque de savoir-faire managérial pur, c'est un métier en soi, c'est ça qu'il faut considérer, eh bien ça a des conséquences. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Considérons maintenant l'effet collatéral de l'inefficacité des formations classiques, tel qu'on l'a vu tout à l'heure avec l'effet feu de paille. Eh bien, cet effet est dramatique parce que ce sont les directions qui ne perçoivent pas la formation comme un levier de croissance stratégique. Pourquoi ? Parce qu'après une formation management, on s'attendrait à des résultats et des changements significatifs au niveau de l'ambiance et au niveau de la production et au niveau de l'attitude générale. Sauf qu'on ne voit pas ces changements. C'est pourquoi les directions, petit à petit, se sont détachées de la formation parce qu'elles ne le voient pas comme un levier qu'elles peuvent utiliser au niveau de la direction. Maintenant, comme les effets en termes d'ambiance et les effets sur la production ne sont pas là, eh bien, et que le problème persiste, eh bien, on a tendance à compenser. Et comment on compense ? Eh bien, on compense par du contrôle et encore du contrôle. Et c'est là que le contrôleur de gestion joue un rôle très important. Voyez ? Alors, ce qu'il faut considérer également, c'est un autre effet pervers, c'est le fait que petit à petit, on se désensibilise à la souffrance au travail. On compense par des usines à gaz qui finalement ne font que masquer quoi ? Un manque de savoir-faire managérial. Bien, maintenant qu'on a posé le problème, la question qui devrait venir, c'est peut-on résoudre ce dilemme et si oui, comment ? Comment faire en sorte que
l'ensemble du pool de management partage une bonne compréhension, s'approprie et intègre de façon durable les bonnes pratiques du management. Et ce, évidemment, dans le respect des hommes et des résultats. En restant très synthétique, les conséquences du manque d'entraînement sont la recurrence de deux types de problèmes. Vous avez des problèmes purement humains qui concernent la motivation des hommes et le climat de travail. Et puis, la deuxième récurrence, ce sont des problèmes qui sont liés à la qualité de la production et le respect des délais. Je pense qu'on pourrait s'arrêter ici pendant un quart d'heure et faire un atelier et de lister la quantité de problèmes qui appartiennent à ces deux catégories. Et on comprend que la motivation va aussi impacter sur la qualité et qu'une production qui a posé des problèmes va impacter la motivation et la communication. Laissez-moi vous dire que la solution repose sur une idée toute simple, peut-être trop simple. En fait, il suffit que l'entreprise mette en place un dispositif de formation dédié à ses managers avec un entraînement continu. L'objectif, des équipes plus motivées et dynamiques, une production améliorée et des délais plus facilement tenus. Regardons comment ceci peut devenir réel. Tout d'abord, il faut un référentiel de compétences. C'est-à-dire qu'il faut les modèles exacts qui permettent de mettre en place l'ensemble de ces facteurs. Et puis évidemment, si on a le modèle, il faut la bonne méthode d'entraînement. Et puis des supports pédagogiques qui vont avec. Et quand je parle de support pédagogique, c'est une fiche technique, une feuille de travail, ce n'est pas un livret de 42 pages. Et si on veut que les choses se mettent en place dans leur ensemble et qu'elles aillent jusqu'au bout, il faut mettre en place une organisation légère qui soit conforme à ses objectifs. Vous voyez, vous avez à l'intérieur du cadre, vous avez des petits bonhommes qui s'entraînent. Imaginons au bout d'un an, voyez-vous, ces personnes auront acquis de la compétence. Et puis, mettons là en face d'une personne qui s'est entraînée l'année dernière pendant 2 jours. À votre avis, qui va marquer les points? C'est à cette question fondamentale que nous sommes en train de répondre. Donc l'idée, c'est d'adopter une formule qui soit vraiment gagnante. Se focaliser sur les fondamentaux, associés à vos bonnes pratiques, multipliés par un entraînement continu. Et au final, vous avez des managers aussi performants par analogie que des ceintures noires. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire une sacrée différence sur le terrain? Eh bien, c'est exactement à ce stade que nous entrons en scène avec Booster Management System, BMS. Alors, comment ça marche? Eh bien, un peu comme dans une équipe de sport. Alors, permettez-moi de vous présenter ce synoptique. Vous avez ici 3 populations, les accompagnateurs, les managers qui vont constituer l'équipe de superviseurs et les managers qui vont être les participants par petits groupes. Les accompagnateurs, c'est d'une part des membres de la direction et de la RH et puis le consultant BMS ou alors plusieurs consultants BMS selon la taille du projet. Comment ça se passe à partir de maintenant? Eh bien, il y a une étude de faisabilité et une offre contractuelle et c'est là que tout démarre. Mais comme nous sommes dans une démarche dynamique, en même temps, nous sélectionnons les superviseurs qui vont être impliqués dans le projet. Et il faut qu'ils soient impliqués dès le début. Ensuite, les superviseurs commencent leur formation initiale, au cours de laquelle ils vont être coachés par le consultant BMS. Et puis quand ils ont terminé cette formation initiale, et reçu leur formation de formateur, ils sont prêts d'une part à continuer l'entraînement, c'est-à-dire à continuer les autres modules, et petit à petit le faire d'une façon de plus en plus autonome. Vous voyez que la supervision devient dégressive, voyez-vous, parce que les personnes deviennent de plus en plus autonomes, et c'est ça la logique de ce type de projet. Et deuxièmement, elles vont commencer à assurer le coaching pour les participants qui ont commencé leur formation initiale. De la même façon, le coaching va être dégressif. Voilà. Quand les participants, les managers participants auront fini la formation initiale, ils commenceront la suite du programme. Et de la même façon, petit à petit, vont évoluer en termes de compétences. Vous le voyez ici, on a gardé cette logique des ceintures de judo, verte, bleue, violette, etc. Et à un moment donné, l'ensemble de l'équipe se retrouve dans cet espace ici, où ils sont tout à fait capables de s'entraîner d'une façon complètement autonome et continue,
ayant déjà atteint un niveau très élevé dans la maîtrise des facteurs qui leur permettent de gérer les situations clés du management. Vous imaginez qu'à ce stade, vous avez une équipe qui est capable de s'entraîner, d'une équipe qui est capable d'intégrer les nouvelles bonnes pratiques qui vont émerger suite à leur expérience, et tout ça pour 0 centime. Voilà le but recherché avec Booster Management System appliqué à l'entreprise. Nous allons bientôt mettre un terme à cette présentation. Il me reste à vous présenter quelques aspects de la formule pédagogique de Booster Management System. Comme vous le voyez ici, elle est articulée autour de la formation à distance. Le présentiel est possible, mais absolument pas nécessaire. Entièrement paramétrable en fonction du profil de l'entreprise. Elle s'adosse à une base complète de modules théoriques, que vous avez ici représentés, qui sont accessibles en ligne, et on verra tout à l'heure les avantages que ça revêt. Cette base couvre la formation initiale et la formation complémentaire, qui elle aussi peut être adaptée en fonction des profils de poste. Elle est soutenue par la formation de formateurs et le coaching à la carte. Évidemment, la formation à distance, ça apporte un certain nombre d'avantages que je vais vous présenter ici. Voici les principaux avantages de la formule Booster Management System. Dans un premier temps, souplesse et liberté, c'est dû à la notion de formation à distance. C'est quand on veut où on veut, grâce au fait que c'est accessible en ligne et que l'on peut communiquer à distance facilement. Ça, c'est un très très gros avantage et on verra tout à l'heure que ça a, tout de suite d'ailleurs, ça a un impact sur le prix. En plus, on dispose d'un temps suffisant pour acquérir de nouvelles habitudes. En effet, l'ensemble du programme, 3, 6, 9 mois, voire 1 an. Pourquoi ? Parce que quand on a compris une technique, ce qui est le cas lorsqu'on fait une formation classique, la plupart des gens comprennent la technique, comprennent même la nécessité. Et puis ensuite, on se retrouve avec quelque chose à faire, mais le schéma neuronal, lui, il n'est pas câblé, donc on ne le fait pas. Une habitude, c'est un chemin neuronal, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de répétition de ce mouvement-là pour qu'il s'ancre à un niveau de mémoire qui va être exploitable et utile dans l'action elle-même. Et lorsqu'on dispose de 3 à 1 an, on va dire, pour être vraiment sur une fourchette très large, on a tout le temps de pouvoir ancrer de nouvelles habitudes. Et c'est ça, essentiellement, qui va faire la différence, c'est la quantité de matériaux qu'on va utiliser concrètement sur le terrain. Et puis, simple à organiser, pour 2 raisons principales. La première, ce sont des modules de 90 minutes, donc on peut le transformer en petites bouchées d'une demi-heure et tout le monde peut trouver une demi-heure régulièrement pour pouvoir perfectionner et acquérir une maîtrise des facteurs clés du management. Et également, un autre aspect, c'est que ça ne demande pas un travail supplémentaire. Ça s'inscrit directement dans le travail du quotidien. C'est juste une façon différente de faire. Alors, quand on considère tous ces aspects, bien souvent, l'un des facteurs bloquants de la mise en œuvre de ce genre de système, ça a été, et c'est peut-être encore dans l'esprit des gens, le prix. Alors, regardons ce dernier point. Comme la présentation l'a démontré, vous allez pouvoir impliquer un grand nombre de managers, tous vos managers, dans un processus de formation continue, sachant ce que coûte la formation, je dirais, courte durée. On peut se dire, mais ça doit être horriblement cher. Eh bien non, je pense que vous l'avez compris, vous allez pouvoir délivrer une formation de qualité à plus de monde, sur une plus longue durée, et en plus, vous allez faire des économies. D'une part, parce que la FAD est plus économique, pas de frais de déplacement et de séjour, pas d'interruption dans le travail, et une diminution des coûts logistiques et pédagogiques. Mais en plus, puisque vous inscrivez dans la durée et que vous travaillez véritablement en profondeur ces facteurs clés, ces compétences clés, vous allez obtenir des résultats qui vont se voir sur le terrain. D'où un regain de motivation, et on sait l'importance que ça a dans la qualité du travail, et puis également une meilleure synergie entre les managers. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation. Pour les personnes qui y voient de la valeur, pour qui des perspectives se sont ouvertes, la question qui reste, c'est avec qui relever ce challenge. Alors évidemment, vous comprendrez que Marc Roussel, votre serviteur, professionnel de la formation spécialisé dans l'entraînement des managers et des vendeurs, se met dès maintenant à votre disposition. Voilà 25 ans que je fais ce métier, j'ai dû tester l'ensemble de ces techniques
qui constitue le concept BMS auprès de 15 000 personnes et parfois dans des conditions de test extrêmement difficiles. Et c'est pourquoi j'ai la certitude et je peux offrir la garantie que ces techniques fonctionnent à une condition: les comprendre, les mémoriser et s'entraîner suffisamment bien pour pouvoir les intégrer à sa pratique quotidienne. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages, Le manager éthique et Le vendeur éthique. Et puis j'ai conçu avec Daniel, mon associé, Booster Management System, le cours en ligne, sur lequel s'adosse BMS. Donc je serai d'ores et déjà très honoré d'échanger avec vous et de regarder quelle est la faisabilité de ce type de démarche au sein de votre organisation et de votre entreprise. En tous les cas, je vous remercie tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt.